j'ai toujours été un utilisateur Nikon. Au fil des années, le système Z est devenu le cœur de mes productions. Au départ, c'était une caméra, un objectif et beaucoup d'huile de coude. Aujourd'hui, les projets ont grandi. L'équipe aussi. Les ambitions ne sont plus les mêmes. Et puis, il y a eu la Nikon ZR. Une caméra qui a changé ma manière de travailler. Allez, c'est parti. Allez, go. Nikon a racheté Red. Et forcément, la question s'est posée. Est-ce que je dois passer sur une Red Komodo ? Sur le papier, c'est une caméra mythique, un standard dans l'industrie. Mais c'est aussi un investissement conséquent, un choix qui ne se fait pas à la légère. J'ai récemment eu la chance de me faire prêter une Red Komodo que j'ai pu utiliser sur 2 productions. Pas des tests en laboratoire, pas des plans pour YouTube, des vraies conditions de tournage avec des vrais enjeux. Si vous utilisez un mirrorless sur vos productions et que vous envisagez de passer sur une caméra cinéma comme la Red Komodo, voilà mon retour. Cette vidéo, ça n'est pas un test. C'est le retour d'expérience d'un iconiste qui s'est demandé très sérieusement s'il fallait franchir le cap ou pas. Parce que je vous avoue que la Komodo, elle me fait de l'œil depuis pas mal de temps. Depuis la sortie de la Komodo X en monture Z, je me demande si je dois l'acheter ou pas. Mais vu l'investissement, j'ai préféré demander à TRM de m'en prêter une pour la tester avant de franchir le pas, parce que j'avais pas mal d'interrogations. Et si vous regardez cette vidéo, c'est que vous aussi vous vous posez des questions à propos de cette caméra. Et je vais tout simplement essayer d'y répondre. D'ailleurs, un très grand merci à TRM pour ce prêt. Et si vous comptez acheter du matos chez eux, attendez la fin de vidéo parce que j'ai un cadeau pour vous. Durant la période où j'ai eu la main sur la Komodo, j'ai appris pas mal de choses. Cette caméra, elle m'a obligé à changer ma manière de travailler et surtout, on va voir la vraie différence entre une caméra cinéma et un mirrorless quand on les confronte tous les deux à un vrai projet. Et pour que ce Retex il soit digeste, je vais les découper en 3 parties qui correspondent grosso modo aux 3 temps forts d'un projet, à savoir la pré-prod, la prod et la post-prod. Avec une caméra comme la Komodo, la pré-production, elle prend tout de suite beaucoup plus de place. Parce qu'une Red, sortie du carton, en fait, c'est pas une caméra prête à tourner. Loin de là. Une Red, en vrai, c'est juste un cube. Je veux dire, quand vous la regardez, c'est un cube et on peut pas en faire grand-chose. Déjà, pour l'allumer, il faut lui ajouter une batterie. Pour cadrer, il va falloir y caler un écran. Et souvent, uniquement pour pouvoir juste contrôler votre Red, va falloir là aussi lui coller un écran spécial. Parce que vous allez voir, les menus et les contrôles de la Komodo, c'est un délire. Donc, avant même de parler image, autofocus ou codec, faut déjà penser le rig. Et surtout, le penser en fonction de la production. Est-ce que je suis sur une config lourde, posée avec assistant, monitoring et follow focus ? Ou est-ce que je dois pouvoir bouger vite, rester compact et garder un setup un minimum réactif ? Et ça, c'est un vrai changement quand on vient du monde du mirrorless. Parce qu'un mirrorless, même s'il n'est pas vraiment considéré comme une vraie caméra par les puristes, avec un mirrorless, tu peux quand même le sortir du sac, cadrer, appuyer sur le bouton rec, et voilà, ça tourne, on n'a pas besoin de plus de préparation que ça. Un mirrorless, tu le sors du sac, tu l'allumes, t'appuies sur rec, ça filme, point. C'est quand même super pratique. Sur une Komodo, par contre, c'est pas vraiment le cas. Si tu sors ta Komodo du sac, tu auras juste un cube inutilisable entre les mains. Un cube très cher et très esthétique, certes, mais un cube qui sert à rien tout seul. Donc attendez-vous à devoir dépenser l'équivalent du prix de la Komodo en accessoires, sans quoi elle va vous servir à rien. Bon, par contre, point positif, si vous êtes nikoniste, vous allez pouvoir mutualiser une grande partie de votre matos pour riguer cette caméra. Par exemple, la Red Komodo X accepte les cartes SafeExpress type B, comme la ZR ou les Z8 et Z9. Vous pourrez aussi réutiliser vos batteries V-Log si vous travaillez déjà avec ce type d'alimentation. Et vous pourrez même mutualiser votre écran de monitoring s'il est équipé en prise SDI. Et j'espère que c'est le cas parce que SDI est tellement plus sécurisant à utiliser que le HDMI. Donc ici, oubliez les Atomos en HDMI, on n'accepte que le SDI avec la Komodo. D'ailleurs, les ports proposés par la Komodo font plus sérieux que ceux des mirrorless. Bon, on a déjà vu que le SDI remplace le HDMI, mais pour le son aussi, on monte en gamme. Si la sortie audio reste un pauvre jack, l'entrée, elle, se fait via un port Lemo 5 broches.
C'est plus robuste, sécurisé et ça permet une alimentation fantôme du micro. On a aussi droit à un port 9 broches LEMO qui sert lui à connecter les accessoires RAID ou bien à recevoir un timecode. L'alimentation se fait via une entrée d'alimentation 6 broches, elle aussi bien plus robuste et sécurisée qu'un simple port USB-C. Mais ça n'empêche pas cette caméra d'en avoir un qui servira principalement à la data et au contrôle IP. On remarque bien ici qu'on n'est pas sur une petite connectique fragile, tarte connectique fragile. Bref, on remarque bien ici qu'on n'est pas sur de la petite connectique fragile et pas chère. Entre le SDI et le LEMO, on est sur du standard cinéma. Ce sont des ports qui se verrouillent, qui ont moins d'interférences et qui peuvent encaisser des conditions de tournage plus difficiles. En ce qui me concerne, sur les deux prods que j'ai pu faire, j'ai opté pour deux configs différentes. Une lourde et une légère. Les deux avaient en commun le Red Monitor DSMC3 qui sert à monitorer votre cadre, puisque c'est un moniteur, mais surtout à contrôler votre caméra. Alors, je parlerai en détail de cet écran plus tard dans la vidéo, parce que là encore, il y a pas mal de choses à dire dessus. Ensuite, en ce qui concerne le premier rig pour le tournage pub. Sur cette prod, la caméra n'a été utilisée que sur un pied ou sur un slider. On a donc pu se permettre de l'alourdir un peu avec un rail, des poignées et un DJI transmission. Et niveau optique, on a utilisé les Vespeed de DZO. Parce que pourquoi pas. Et qui dit optique cinéma dit focus manuel, donc on est venu y placer un nucléus pour gérer le point à distance. Et au final, ça nous fait quand même un gros bébé. Mais vous n'êtes pas obligé de riguer la Komodo comme un tank. Vous pouvez aussi être plus léger, comme c'était le cas sur cette prod où on tournait un clip. Ici, exit la grosse poignée, les rails et les optiques manuelles. On est resté plus compact avec des objectifs autofocus Nikon Z, et c'est tout. C'est plus léger, non? C'est plus léger et on y voit mieux aussi à travers l'écran. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que dans les deux cas, j'ai dû appeler Yann pour désosser sa Komodo et récupérer sa cage et tous les accessoires qu'il a. Komodo qui est ici. Encore merci Yann. Voilà. Donc si vous comptez acheter une RAID, gardez en tête qu'il vous faudra débourser pas mal d'argent pour pouvoir ne serait-ce que l'alimenter en électricité. Avec la RAID Komodo, on n'est pas à 7 500 € d'investissement, mais plutôt autour des 15 000 €. Et c'est votre comptable qui va tirer la tronche. Bon, maintenant que notre caméra est riguée, il est temps de filmer des trucs avec. Sur le terrain, vous imaginez bien qu'utiliser une Komodo, c'est pas la même chose qu'utiliser un mirrorless. Et c'est là, je pense, qu'on voit mieux la vraie différence entre le monde des mirrorless et le monde du cinéma. Un mirrorless, surtout quand on vient de chez Nikon, ça reste un outil qui cherche à vous laisser tranquille. Vous l'allumez, vous cadrez, vous corrigez un réglage rapidement s'il y a besoin, vous changez de plan et vous recommencez. Il y a une forme d'évidence dans l'usage. Même quand le mirrorless a des défauts, il essaie quand même de rester du côté de l'opérateur. La Komodo, elle va vous demander beaucoup plus de discipline. Elle vous demande de penser votre setup en amont, d'accepter certains protocoles, de ralentir à certains moments et surtout de travailler autour d'elle plutôt que de lui demander de s'adapter à vous. Et ça peut être une qualité comme un défaut. Parce que si vous êtes sur une production posée, préparée, avec du temps, des accessoires, un rig cohérent et une équipe qui suit, cette rigueur peut devenir une force. La caméra, elle va imposer un cadre. Elle vous pousse à travailler de manière plus structurée, plus méthodique, plus cinéma dans l'approche. Mais si vous êtes seul ou en petite équipe et que vous devez aller vite, improviser, passer d'un plan à un autre, changer de configuration sans perdre de temps, là la Komodo elle peut devenir franchement fatigante. Mais pas dans le sens où elle serait inutilisable. Je l'ai utilisée sur 2 prods et on peut faire de très belles choses avec. Mais il faut accepter qu'à beaucoup de moments, vous allez sentir le poids de la machine. Et pas juste son poids physique, mais aussi le poids de sa logique. Et puisqu'on parle de poids, parlons de son encombrement. Même si de base une Komodo c'est un tout petit cube, bien monté, c'est bien plus gros, bien plus lourd et surtout plus engageant qu'un setup mirrorless. Et pourtant, Dieu sait que j'adore riguer ma ZR comme pas possible en rajoutant de la matbox, du transmission, de je sais pas quoi là. Mais vraiment, croyez-moi, la Komodo, c'est dans notre niveau. Bon, par contre, ce qui est très cool chez la Komodo, c'est que même si vous la riguez comme un tank, ça reste un tank très bien équilibré. Et si vous l'utilisez avec un saddlebag, c'est juste un régal. Et même à main levée, sur de courtes périodes, en vrai, ça fait le taf. Mais dès qu'il faut tenir la caméra longtemps, à bout de bras, bouger vite ou chercher une forme de spontanéité, là, on sent immédiatement la différence.
Et c'est pour ça que pour certains plans où la mobilité était très importante, notamment sur le clip de Ghetto Paradise, bah j'ai préféré la ZR à la Komodo. Ensuite, il y a l'autofocus. Et là pour moi, c'est l'un des plus gros rappels que cette caméra n'a pas été pensée avec les mêmes priorités qu'un mirrorless moderne. Pour rappel, après l'achat de RED par Nikon, on a eu droit à une nouvelle version de la Komodo avec l'ajout d'un vrai autofocus. Alors, c'est vrai que les Komodo avaient un autofocus avant que Nikon n'arrive, mais il était vraiment pas puissant, à peine plus performant que l'autofocus des premiers DSLR qui faisaient de la vidéo. Et là, je cite Yann qui possède cette Komodo, qui n'est pas une Komodo X, qui est l'ancienne Komodo et qui l'utilise depuis 3 ans. Et je dois avouer que je plaçais beaucoup d'espoir dans cet autofocus, peut-être même un peu trop. Alors oui, la RED Komodo X a un autofocus avec détection des visages. Mais dans les faits, il est compliqué à utiliser sur une prod. Quand la lumière est bonne, bah ça peut faire le job. Mais dès que les conditions se dégradent un petit peu, on retombe très vite dans quelque chose de beaucoup moins utilisable. La détection des visages existe, mais on n'est clairement pas sur le niveau de confiance qu'on peut avoir aujourd'hui sur certains hybrides. Résultat, sur le tournage de ce clip, je me suis souvent retrouvé à passer en manuel. Et c'était encore pire quand on tournait en longue focale avec le 70-200 mm 2.8 de Nikon, version 1. Là, la Komodo, bah, elle comprenait plus rien. Vraiment, l'autofocus, c'est comme s'il n'existait pas. Et ça, encore une fois, c'est pas forcément un problème sur une prod posée. Mais dans une situation nerveuse, bah, c'est pas la folie. Et le problème, c'est pas seulement la qualité de l'autofocus, mais aussi sa logique d'utilisation. La gestion de l'autofocus, elle est un peu spéciale, on va dire. Déjà, si vous voulez l'utiliser ou le paramétrer, ça se passe dans les menus et les sous-menus. Donc si vous êtes sur une prod qui nécessite d'être un minimum réactif, c'est comme si ça n'existait pas. C'est inutilisable en l'état sur le terrain. Donc si vous ne voulez pas passer votre temps dans les menus pour activer l'autofocus, puis activer ou désactiver à la volée le suivi de sujet, bah, il va falloir paramétrer des boutons personnalisables. Et les 2 seuls boutons personnalisables de la Komodo X, ce sont les 2 boutons shutter qui heureusement ont 2 niveaux de pression. Ou alors, vous pourrez aussi utiliser le bouton FN de vos objectifs, s'ils en ont. Alors ouais, j'ai beaucoup bitché sur les boutons personnalisables FN des optiques Nikon. Au début, j'en voyais pas vraiment l'intérêt. Je dois avouer que avec une Komodo, c'est juste indispensable. Donc, avec ce système, vous allez devoir effectuer une demi-pression pour activer une première étape, puis appuyer sur un second bouton pour activer la détection des visages. C'est faisable, mais c'est quand même un petit peu compliqué, parce que sur un mirrorless bien configuré, ce genre de choses se règle beaucoup plus vite avec l'un des boutons FN calé à l'avant. En gros, avec la Komodo, vous êtes toujours obligé de faire 1 ou 2 étapes supplémentaires, et sur le terrain, c'est pas ouf. Bon, pour conclure sur l'autofocus, je dois vous avouer qu'il me rappelle beaucoup celui du Z6 première génération, et c'est clairement pas un compliment. Et il y a un autre détail qui m'a vraiment manqué, c'est l'absence de joystick pour déplacer rapidement la zone de focus. Sur les mirrorless, vous avez ce joystick ici qui permet de bouger votre zone de mise au point. C'est sûrement l'un des points ergonomiques les plus importants de ces boîtiers, et la Komodo n'en a pas. Et elle n'a même pas de pad avec les touches haut, bas, droite, gauche pour contrôler les collimateurs. Ça veut dire qu'une manette de Super Drive fait mieux que ce truc. À la place, il faut aller le déplacer en utilisant l'écran tactile de la Komodo. L'écran tactile de la Komodo, celui-là, là. Sur une config posée, pourquoi pas, mais dès que vous devez réagir vite parce que votre sujet se déplace dans votre cadre, ça devient impossible à utiliser. Donc en gros, oui, il y a un autofocus sur la Komodo, mais vous attendez pas à la même qualité que celui des mirrorless. Personnellement, je dois vous avouer ne l'avoir pratiquement jamais utilisé, parce que soit je faisais confiance à mon pointeur. Wow, la mise au point. Non, je vais jamais pointer à l'iPhone. Ah, comment ça, mon ref? Je vais pas pointer à l'iPhone. Pourquoi? Ça se fait aussi? Non, parce qu'il y a beaucoup trop de latence. Enfin, c'est aléatoire. Donc, ça marche bien sur un plan fixe où ça bouge pas, mais non. Soit je passais en manuel. Et c'est comme ça que j'ai eu les meilleurs résultats. Concernant l'ISO et la gestion du bruit, il faut être clair, la Komodo X a une seule vraie base ISO à 800. Et dès qu'on commence à monter au-dessus, le bruit il arrive assez vite. Je m'en suis bien rendu compte sur le clip de Ghetto Paradise où on tournait dans la pénombre. Ici, on n'avait pas le choix puisqu'on utilisait un laser et de la projection sur toile holographique. Et donc, il fallait limiter les sources lumineuses au maximum.
Résultat, tous les plans faits avec la Komodo sont excessivement bruités ou bien sous-exposés à mort. Alors oui, le bruit se rattrape plutôt bien sous DaVinci Resolve et là-dessus, j'ai même été agréablement surpris parce que le R3D de la Komodo réagit tellement mieux que le R3D de la ZR. Par contre, ça se paye parce qu'il faut souvent pousser le denoiser et ça veut dire plus de calculs, des rendus plus lourds et une machine qui commence un petit peu à transpirer. Mon Mac Studio en a chié clairement, ouais. Ce que je vous conseille de faire, c'est clairement de prévoir assez de lumière sur le set, quitte à assombrir ensuite en post-prod plutôt que de vouloir sauver une image trop sous-exposée. Parce que la Komodo, oui, elle est excellente en haute lumière, mais dans les temps sombres, elle monte vite ses limites. Et puis, il y a tout ce que j'appellerais les protocoles chiants. Parce qu'avec la Komodo, il y a plein de petites procédures qu'il faut respecter si vous voulez que tout se passe bien, et quand on vient du mirrorless, ça fait un petit peu bizarre. Déjà, il y a l'allumage. On n'est pas sur un petit boîtier qu'on sort du sac, qu'on allume en 2 secondes et qui est prêt à tourner dans la foulée. Avec la Komodo, c'est un peu plus complexe. Puisque là, il faut lui laisser le temps de démarrer et de monter tranquillement à sa température de travail. Et ça, c'est pas juste du folklore de perchman sous caféine. Parce qu'un capteur, ça chauffe en fonctionnant. Et tant qu'il n'est pas stabilisé, son niveau de bruit électronique peut encore bouger. Du coup, si vous faites les choses proprement, il vaut mieux attendre qu'il soit à température ambiante de tournage avant de lancer une black balance. Alors oui, si vous n'avez shooté que sur des mirrorless, vous devez vous demander ce qu'est une black balance. La black balance, en gros, c'est une calibration que la caméra fait dans le noir pour mesurer son bruit de fond et partir avec une référence propre. Et si cette référence est prise alors que le capteur est encore froid ou en train de chauffer, elle sera moins juste. Quand c'est bien fait, vous partez sur une image avec un bruit mieux maîtrisé, surtout dans les zones sombres. Alors si vous faites de l'astrophoto, ça doit vous rappeler quelque chose puisque c'est aussi quelque chose qu'on fait en astrophoto pour savoir quel est le bruit de notre capteur et pouvoir ensuite plus facilement enlever les parasites. Alors oui, vous l'aurez compris, la Komodo, c'est une caméra conçue par des ayatollahs de l'image. Et la conséquence, c'est que quand vous allumez votre caméra, vous allez devoir attendre 2 ou 3 minutes que le capteur se mette à la bonne température et que la black balance se fasse. Alors, petite précision, la black balance, elle ne se fait pas de manière automatique. C'est la caméra qui va vous indiquer si elle n'est pas bonne et qu'elle demande une nouvelle calibration. Et en plus de ça, il va falloir la refaire à chaque changement de température sur le set. Donc si vous passez d'un intérieur climatisé à un grand cagnard en plein été, vous serez bon pour relancer une black balance. Et 2 minutes sur un plateau, c'est long. Bon, après, si vous bossez sur une prod posée, ça se gère. Mais sur un tournage nerveux où vous devez réagir vite parce qu'il se passe un truc maintenant et pas dans 3 minutes, c'est tout de suite plus frustrant. Très clairement, cette contrainte, ça pousse à faire ce qu'on ne fait presque jamais avec un mirrorless. On allume la caméra bien en avance et on évite de l'éteindre dès qu'il y a une pause. En gros, votre Komodo, vous l'allumez le matin et vous ne l'éteignez que le soir. Le seul moment où vous l'éteignez, en réalité, c'est pour changer de VLOC parce que la VLOC est vide. Et en ce qui concerne la carte mémoire, c'est pas mieux. Sur un hybride, vous ouvrez la trappe, vous retirez la carte et c'est terminé. Avec la Komodo, évidemment que ça se passe pas comme ça. Évidemment que ça ne pouvait pas être aussi simple que juste ouvrir une trappe et retirer sa carte. C'est une Komodo. Avec la Komodo, vous devez d'abord éjecter la carte proprement dans le menu avant de l'enlever physiquement, comme une clé USB sous Windows. Alors oui, sur le fond, ça a du sens parce que ça permet à la caméra de terminer proprement ses opérations d'écriture, de vider ce qu'elle a encore en mémoire tampon et d'éviter qu'on retire la carte pendant qu'elle est encore en train de bosser. Donc pour sécuriser les rushs, c'est très bien. Mais encore une fois, ça ajoute une étape. Et la Komodo, c'est ça en permanence. Jamais un geste simple, toujours une procédure en plus. Et le meilleur exemple de cette logique, c'est sûrement le SDI. Parce que, après tout, pour avoir un moniteur externe, il suffit juste de le brancher à la caméra, non ? C'est comme ça qu'on utilise un moniteur. Non, bien sûr que non, c'est pas comme ça. L'ordre d'allumage compte avec la Komodo. Il faut d'abord alimenter la caméra, puis le moniteur, et ensuite seulement brancher le câble SDI. Et à l'extinction, c'est l'inverse. On retire le câble, puis on coupe le reste. Sinon, vous prenez le risque de provoquer un court jus et potentiellement de cramer un port. Rien que ça. Donc autant vous dire que sur une caméra à ce prix-là, ça calme.
D'ailleurs, moi je dois vous avouer que j'étais tellement pas à l'aise avec cette procédure. Arriver à retenir qu'il faut d'abord faire un truc, puis l'autre, et après dans le sens inverse, bref. Je voulais pas de cette responsabilité-là. Du coup, sur les 2 prods qu'on a faites, c'est Yann qui s'occupait de ça, parce que lui, il a des protocoles bien dans sa tête, il a des moyens mémotechniques, et il gère ça parfaitement. La meilleure image que j'ai pour résumer ça, c'est que cette caméra, elle ressemble parfois à l'administration française. Tu veux faire un truc simple, mais avant, faut suivre la procédure, remplir le formulaire B6, l'envoyer en 3 exemplaires écrits à la main et paraphés au bureau D74 au 4e étage, accessible uniquement les jours impairs par nuit de pleine lune avec Mars en position ascendante, par l'ascenseur du bâtiment C. Et évidemment, le faire avec 7 jours de préavis ouvré, sinon c'est pas drôle. J'adore l'administration. Bref, au final, la conséquence de cette pratique, elle est simple. Une Komodo, on l'allume et on essaye de ne plus y toucher. On évite de débrancher, rebrancher, démonter et remonter. On s'adapte à son protocole au lieu de lui demander d'être souple. Et ça pour moi, c'est l'un des marqueurs les plus clairs de la différence entre une caméra cinéma, enfin une vraie caméra cinéma, et un mirrorless qui se dit cinéma. Un mirrorless, ça peut être utilisé par n'importe qui. Une vraie caméra cinéma, ça va vous demander beaucoup plus de rigueur, à juste titre. Et puis enfin, il y a toute la partie menu et ergonomie des boutons. Avec la Komodo, on est sur une logique très tactile, avec des menus et des sous-menus. Niveau boutons, il n'y en a pratiquement pas. Vous avez le droit à 2 pauvres boutons rec, un à l'avant et un autre sur le côté. Un bouton menu, 3 flèches pour naviguer dans les menus et un bouton FN. Et c'est tout. Donc si vous aimez les caméras qu'on pilote à l'instinct avec des accès directs partout et que vous voulez avoir une mémoire musculaire au top, clairement, la Komodo X, elle est pas faite pour vous. Parce que je vous avoue qu'avec aussi peu de boutons, ça devient fastidieux de changer ses réglages ou d'activer une option à la volée. Par contre, si vous ajoutez un moniteur RED dans l'équation, les choses deviennent tout de suite plus faciles. Avec le moniteur DSMC3, vous récupérez une partie du confort qui manque à la caméra seule, puisque déjà, vous gagnez un grand écran pour mieux y voir, mais surtout, plein de raccourcis pour accéder rapidement aux fonctionnalités qu'on utilise au quotidien. Donc clairement, le moniteur RED, c'est juste indispensable pour la Komodo. Sans ça, elle est vraiment trop compliquée à utiliser. Et si vous êtes en optique Nikon, les boutons personnalisables des objectifs apportent aussi un petit supplément d'ergonomie qui fait du bien. Puisque ça va vous donner 1 ou 2 boutons supplémentaires, voire même une bague programmable en plus. Incroyable, c'est la folie. Moi qui déteste cette bague, je l'adore sur la Komodo. Et pour pallier ce manque d'ergonomie, RED propose quand même une application mobile. Et là, je dois reconnaître qu'elle est vraiment bien foutue. Avec elle, vous aurez droit au contrôle complet de la caméra et à un retour d'image. Et de ce côté-là, elle fout une rouste à Snapbridge de Nikon. Mais une belle rouste, bien comme il faut. Donc avec la Komodo X, on se retrouve avec une caméra un peu paradoxale. Seule, elle peut être pénible, mais bien entourée, elle devient beaucoup plus agréable à utiliser. Bon, on va maintenant parler du capteur. La Komodo X dispose du Global Shutter. Et ça, pour moi, c'est l'un des plus gros kiffs de cette caméra. Pour faire simple, au lieu de lire l'image ligne par ligne comme sur énormément de capteurs modernes, ici, tout le capteur est lu d'un coup. Et ça, sur le terrain, ça change pas mal de choses. Déjà, avec des lasers, de la stroboscopie ou un vidéoprojecteur, c'est un bonheur. Là où certaines caméras vont vous sortir du flickering, des bandes dégueulasses ou une image qui part en vrille dès que la lumière devient un petit peu agressive, la Komodo, elle va fournir une image qui reste propre. Et quand vous tournez dans un spectacle, un concert, un clip ou de l'événementiel, ça peut vraiment faire la différence. Vous passerez moins de temps à vous battre contre la lumière et à essayer de trouver la bonne vitesse d'obturation pour être synchro avec. Même chose avec les mouvements rapides. Si vous faites un pan un peu violent, si quelque chose traverse vite le cadre, ou si vous tournez dans une situation nerveuse, vous n'aurez pas cet effet de rolling shutter qui tord les verticales et donne l'impression que l'image se liquéfie. Tout reste beaucoup plus solide. Je suis le boss pour surpasser le gros boss lui-même. Serpent solide. Non, ce n'est pas serpent solide. Et ça, une fois qu'on y a goûté, c'est franchement difficile de revenir en arrière. Et mine de rien, c'est aussi très appréciable pour tout ce qui touche au VFX ou à l'intégration. Une image qui n'est pas déformée par la lecture du capteur, c'est tout de suite plus simple à traquer et à exploiter proprement derrière.
Donc oui, le Global Shutter, c'est pas juste une ligne sexy sur une fiche technique, hein. C'est avant tout un vrai confort de tournage et dans certains cas, un vrai filet de sécurité. Et moi personnellement, j'attends avec impatience que cette techno arrive sur le Z9 parce que le shutter des mirrorless là, moi, il m'ennuie énormément, surtout en synchro flash. Avec le Global Shutter, on n'aura plus de soucis de banding et ce sera incroyable. En vrai, c'est dommage que ce truc-là, ce soit pas un appareil photo, hein, parce que si ça avait été un appareil photo, en vrai, je l'aurais utilisé pour faire des photos. Pas pour faire de la vidéo, mais pour faire des photos, ouais. C'est un peu débile, mais pourquoi pas. Autre point important, le capteur de la Komodo est un capteur Super 35 avec un format natif en 17/9. Et ça aussi, ça va vous rappeler que vous n'êtes plus sur un mirrorless pensé d'abord pour YouTube, mais sur une vraie caméra cinéma. Le 17/9 en soi, ça a du sens parce qu'on est sur un format justement pensé pour le cinéma. En gros, on est plus proche des formats de diffusion utilisés dans l'écosystème DCI que d'un simple 16/9 pensé d'abord, je sais pas moi, pour la télé, YouTube ou le contenu web. Donc quand la caméra enregistre nativement dans ce ratio, elle parle déjà un petit peu la langue du cinéma. Mais si comme moi, vous sortez du monde full frame et du 16/9 en permanence, c'est un petit peu relou. Déjà au cadrage, il faut y penser tout le temps. Si votre sortie finale est en 16/9, il faut afficher des grilles ou des guides. Sinon, vous cadrez pour un format et vous livrerez dans un autre. Et derrière, en post, ça veut dire que vous allez recroper quasiment tous vos plans pour retrouver votre cadre final. C'est pas dramatique, hein, mais c'est une gymnastique en plus à avoir au moment de la prise de vue. Et avec cette caméra, les gymnastiques en plus, on commence un petit peu à les collectionner. Par contre, ce format a aussi un vrai avantage. En cinéma, le parc optique Super 35 est immense. Des optiques comme ça, il y en a partout, à tous les prix et dans tous les styles, et toute l'industrie a bossé avec ça pendant des décennies. Donc oui, ça demande une petite rééducation quand on vient du full frame, mais ça n'est pas un format bâtard ou une limite bizarre, hein. C'est un vrai standard cinéma avec tous les avantages que ça implique. Autre point vraiment cool, c'est la gestion des retours écran. La Komodo permet de choisir assez finement ce que vous voulez envoyer sur le mini-écran de la caméra, le grand moniteur câblé en direct sur la Komodo et sur la sortie SDI. Donc vous pouvez très bien avoir un écran avec une lutte de privilégiation pour montrer une belle image au client ou au DA, et un autre avec le picking et les outils d'exposition et toutes les infos techniques pour le cadreur. Et ça en prod, c'est super confortable parce que tout le monde ne regarde pas l'image pour la même raison. Le client, il veut voir un rendu flatteur. Le cadreur, lui, il veut juste avoir ses outils à dispo. Et la Komodo, elle permet justement de distinguer tout ça intelligemment. Encore une fois, on est sur un détail qui parle surtout quand on travaille à plusieurs. Si vous êtes solo, vous n'en profiterez pas toujours à fond, hein. Mais dès que vous avez une vraie équipe autour de la caméra, ce genre de souplesse devient vite un vrai plus. Et je veux dire, on a tous connu cette situation où le client vous demande pourquoi l'image elle est grise parce que vous regardez du log, hein. C'est insupportable, vous êtes en prod, vous checkez votre écran et le client il vient, il fait mais c'est pas un peu gris là l'image, je comprends pas, il y a pas de couleur. Ou alors encore le classico, non mais je comprends pas pourquoi il y a du rouge sur l'image là, ou encore pourquoi c'est zébré comme ça. Bref, le client il n'est pas toujours au fait de ces outils que nous on utilise. Et du coup avec la Komodo, vous n'aurez pas de soucis et vous pourrez éviter ces situations qui sont des fois un petit peu gênantes où vous allez devoir expliquer votre métier au client. On va maintenant passer à la troisième partie de cette vidéo, la post-prod. Parce qu'une caméra cinéma, ça n'est pas seulement une autre manière de tourner, c'est aussi une autre manière de gérer ses rushs. Et avec la Komodo, on retrouve exactement la même logique que sur les terrains, à savoir plus de rigueur, plus de structure et moins de place pour l'improvisation. Déjà, il y a un truc tout bête mais que j'ai trouvé vraiment intelligent, c'est le nommage des fichiers au moment du formatage. Je m'explique. Quand vous formatez une carte, la caméra vous demande comment les rushs doivent être nommés. Donc on n'est pas ici sur un réglage planqué quelque part dans un sous-menu obscur que vous oublierez une fois sur deux. Avec la Komodo, vous êtes obligé d'y passer et mine de rien, ça change beaucoup de choses. Parce qu'au final, vous vous retrouvez avec une logique de fichier plus carrée et surtout beaucoup moins ambiguë quand vous rentrez en phase de dérush. En multicam, c'est encore plus appréciable parce que vous pouvez définir le numéro de la caméra et celui de la carte. Donc vous savez tout de suite d'où viennent les rushs, sur quel boîtier ils ont été tournés et dans quel ordre ils s'inscrivent dans votre journée. Et ça, c'est le genre de détail qu'on sous-estime complètement tant qu'on n'a pas déjà passé une soirée à se battre avec des fichiers nommés à l'arrache sur plusieurs boîtiers. On a tous connu le multicam avec 3 boîtiers Nikon et tous les fichiers qui s'appellent DSM je sais pas quoi underscore et avoir des fichiers différents qui ont le même nom.
Oui, on l'a tous connu. Me faites pas croire que vous êtes passé à côté de ça, c'est pas vrai, je ne vous croirai pas. D'ailleurs, Nikon permet de nommer différemment les fichiers en fonction des boîtiers. Faites-le, hein. Moi sur le Z9 c'est NZ9, sur le Z8 c'est NZ8, et sur le ZR c'est NZR. Et ça permet d'éviter ce genre de problématique. Avec la Komodo, ce risque-là est quand même beaucoup plus faible parce que le système vous force à être carré dès le départ. Et encore une fois, oui, c'est plus rigide, mais cette rigidité, pour le coup, elle vous fait gagner du temps et elle vous évite des erreurs très bêtes en post-prod. Ensuite, il y a la question des proxys. Et là, pour le coup, la Komodo est beaucoup moins souple qu'un mirrorless moderne. De base, vos rushs ne sont pas lisibles ou exploitables à la volée directement depuis l'OS comme peuvent l'être des fichiers plus classiques. Jusque-là, rien de nouveau, hein, c'est pareil avec le NRAW par exemple. Mais contrairement à un boîtier comme le ZR qui génère des fichiers proxy plus simples à prévisualiser, ici la Komodo, elle ne le fait pas. Résultat, pour visionner, dérocher ou commencer à trier proprement, vous allez devoir passer par un vrai logiciel de post-prod, typiquement DaVinci Resolve. Donc si vous aimez les workflows un petit peu flex ou même carrément à l'arrache, ou vous branchez votre carte sur votre ordinateur portable alors que vous êtes dans le van de prod et que voilà, vous ouvrez vos dossiers et vous faites un tri directement là comme ça un peu à la volée, ça c'est pas possible. Mais en vrai c'est pas plus mal. La Komodo, elle vous pousse à avoir un process beaucoup plus rigide. Déchargement propre, import propre, organisation propre. Et ensuite seulement, vous pouvez commencer à travailler. Et ça se ressent encore plus si vous décidez de shooter en slow shutter. Et là, je vais pas être tendre. Prenons par exemple un plan non pas tourné avec une vitesse de 180 degrés, mais 360 degrés. Dans ce cas, la caméra enregistrera une piste vidéo à 12,5 fps et une piste son séparée. Et là, je dois avouer que je n'y vois vraiment aucun intérêt si ce n'est de nous compliquer la vie. En gros, pour bosser avec ces fichiers, vous allez devoir en modifier la vitesse de lecture à 50% pour revenir à quelque chose de regardable. Et ça, vous ne pourrez le faire que sur la timeline et pas dans votre chutier. Je vous raconte pas le bordel que c'est juste pour visionner ces fichiers. Et puis en plus, après, vous allez devoir lier le son à la main parce qu'il est séparé. Franchement, c'est juste relou et ça va vous faire perdre beaucoup de temps. Moi, j'ai détesté bosser avec ces fichiers-là sur DaVinci Resolve, sur les projets que j'ai pu faire. Alors je sais pas, hein, peut-être qu'il y a une raison à ça, hein, peut-être que les puristes du cinéma vont me dire qu'avoir des fichiers à 12,5 fps, c'est mieux qu'avoir du 25 fps parce que j'en sais rien. En vrai, je sais même pas pourquoi ça marche comme ça. D'ailleurs, en vrai, si vous êtes un utilisateur de RED et que vous savez pourquoi la caméra réagit comme ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Essayez de me donner la lumière divine à propos de ce 12,5 fps qui m'a cassé les coucougnettes pendant longtemps. Bon, on va maintenant finir cette partie par une bonne surprise, qui est le poids des fichiers. Parce que si j'ai pas mal bitché sur cette caméra, il y a quand même un truc que je dois lui reconnaître, c'est que le Red RAW en LQ ou en ELQ, il reste vraiment pas lourd par rapport à la qualité qu'on peut avoir. Et ça, c'est loin d'être anecdotique. Parce qu'aujourd'hui, entre le prix des cartes, des SSD et des HDD, franchement, faire des sauvegardes et avoir du stockage, c'est devenu un poste de dépense à part entière. Hein. Merci à tous les gens qui font des vidéos IA avec des chatons qui dansent sur les pas de porte. Hein. Grâce à vous, on peut plus acheter de cartes. Alors pour les geeks, les nerds et ceux qui adorent la data, je vous mets un tableau à l'écran avec tous les bitrates pour que vous puissiez voir un petit peu le temps de tournage sur, 500 Go ou 1 Tera de cartes. Bon, après avoir passé en revue la pré-prod, la prod, il est temps de passer à la post-prod devant un logiciel. Parce que ce point, c'est clairement le pain point de cette caméra. Donc je vous montre les soucis que j'ai eu sur ce projet qui est le projet Postcard. On a tourné un court clip TV de 20 secondes, entièrement tourné avec justement la Red Komodo X pour pouvoir la tester. Il y a quand même ce plan qui me sert de test principal puisqu'on l'a tourné ici avec la Red Komodo X. On l'a aussi tourné avec la Nikon ZR et tant qu'à faire, on l'a tourné aussi avec une Alexa Mini. Voilà, donc c'est ce plan qui va me servir un petit peu de test et de comparaison entre ces trois caméras. Alors attention, hein, cette comparaison, elle est là uniquement pour s'amuser entre guillemets, enfin pour voir un peu comment enregistrent les caméras. Le but ici, c'est pas de comparer une Nikon ZR à 2400 balles à une Alexa Mini à 30 ou 50 000 balles. Je sais même pas combien ça coûte tellement c'est déconné. Le but, c'est juste de voir un petit peu comment la Red Komodo réagit par rapport à une très très grosse caméra ou par rapport à la toute dernière ZR. Voilà, je vais pas m'amuser à dire que la ZR ou que la Alexa Mini joue dans la même catégorie, c'est pas du tout le cas. Donc hop là, je vais me caler ici sur mon plan tourné à la Komodo X et je vais aller dans mon trinode. Alors mon trinode, ici il est désactivé, hein, j'ai fait aucun étalonnage, la seule chose que j'ai faite,
c'est un CST in et un CST out. D'ailleurs, tiens, hop là, je vais activer ici ma correction colorimétrique. Donc, CST in, CST out, on est sur un projet tout à fait standard. Mon CST in, hop là, je vous l'affiche. J'ai bien un red white gamut en espace colorimétrique et un red log 3G10 pour le gamma. Et ça, je l'envoie dans du DaVinci white gamut. Bon, bah ça, je veux dire, c'est un truc tout à fait standard pour tous les étalonneurs. Donc, qu'est-ce qui m'a embêté? Allez, je vais me mettre sur ce nœud pour tester. Déjà, je remarque que ma waveform est bien calée. Je me rends compte que mon plan, il est bien exposé. Donc, si je vais dans les lumières, ok, j'ai bien de la donnée. Si je vais dans mes shadows, j'ai un petit peu de données, mais ça commence à devenir un petit peu touchy quand même. Et dans les darks, j'en ai un petit peu aussi. Par contre, là où ça pose problème, ça va être dans les highlights. Dans les highlights, j'ai tout simplement aucune donnée. J'ai rien, voilà. Donc si jamais je m'amuse à bouger ce potard, il ne va rien se passer. Normal, il n'y a pas de données. Voilà, hein, je fais des trucs vraiment dégueulasses. Vous vous rendez compte que il ne se passe rien. Et à contrario, si jamais je vais dans mes lumières et que je m'amuse à bouger ces potards, donc là c'est juste pour le test, hein, ne faites pas ça si vous étalonnez, c'est vraiment dégueulasse. Mais vous vous rendez bien compte que là, ça agit sur l'entièreté de mon image en fait. Hein. Si jamais je bouge ce potard là aussi, c'est l'entièreté de mon image qui réagit. Donc j'ai très peu de latitude d'étalonnage comme ça. Ce qui est étonnant, puisque si jamais je prends, hop là, le plan tourné avec le Nikon ZR, là, par contre, j'ai de l'information dans mes highlights. Si je vais dans mes lumières, j'ai de l'information. D'ailleurs, je me rends compte que c'est bien plus subtil. Par contre, dans mes highlights, j'en ai. Hein. J'en ai, alors que si jamais, ici, je reprends mon red, hop là, j'en ai pas du tout. Et juste pour tester avec la Harry, parce que je me suis dit au début, oui, mais en vrai, c'est peut-être les caméras cinéma qui fonctionnent comme ça. Hein. Peut-être que nous, avec les mirrorless, on a des trucs qui sont directement prêts à l'emploi qu'on peut étalonner. Peut-être qu'avec des caméras cinéma, il y a un truc spécial à faire. Donc, j'ai quand même testé avec l'Alexa Mini. L'Alexa Mini, écoutez, les lights, on les voit. D'ailleurs, les lights, on se rend compte que... Bon, en vrai, c'est vrai, l'Alexa Mini, elle a quand même une plage dynamique assez décollée. Ça fait assez plaisir de bosser avec. Mais si je vais dans les highlights, j'ai de l'information. Hein. J'ai grave de l'information. Donc là, on voit bien que même sur une caméra ciné, ici, là, alors que la waveform ressemble à peu près à la même chose que ce que j'ai sur le ZR et sur la Komodo. Hein. On se rend compte que avec la Komodo, j'ai un problème. J'ai un problème parce que j'ai vraiment l'impression d'étalonner du H.264 8 bits sorti du Z6. Hein. Et ça, c'est vraiment pas un compliment parce que si vous avez étalonné des plans faits avec la Z6, vous savez à quel point c'est relou. Donc je me suis dit, il y a quand même quelque chose qui va pas parce que la Komodo, la Red Komodo, c'est quand même une caméra qui est massivement utilisée dans l'industrie. C'est une caméra qui fournit des rushs que beaucoup de gens étalonnent, donc c'est pas normal d'avoir ces résultats-là. Donc je me suis posé la question, je me suis dit, ok, d'où ça peut venir? Et pour ça, je suis allé sur le site de Red pour lire cet article. Alors cet article, je vais vous le mettre en description. Si ça vous intéresse, allez cliquer sur le lien et allez lire cet article, il est assez intéressant. Et cet article, il me dit une chose, il me dit que, en fait, le R3D sorti des Komodo n'est pas fait pour être lu via des CST in, CST out. Les conditions où il réagit le mieux, c'est quand vous gérez l'espace colorimétrique et le gamma directement au niveau du projet. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc c'est ce que j'ai fait sur ce projet. Hein. Ce projet, c'est le projet sur lequel j'ai bossé, sur lequel j'ai monté cette pub. Donc ici, je vous ai isolé le plan duquel on parle, donc le plan qui me sert de test. Si jamais je vais dans mon espace colorimétrique, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai aussi désactivé tous les nœuds sur lesquels j'ai pu bosser, histoire que ça nous embrouille pas, histoire qu'on ait vraiment l'image brute sortie de capteur. Donc là, les CST in, CST out, ils sont ici. En vrai, je pourrais même carrément les supprimer, ces CST in, CST out. Donc vous voyez qu'avec le CST in, CST out, j'ai mon image qui est bien en Rec 709. Si je prends mes lumières, déjà plus d'infos dans mes lumières. Là, on voit qu'on est beaucoup plus subtil. Hein. Si vous regardez ici au niveau du coup de mon talent, on est beaucoup plus subtil. Et si jamais je clique sur mes highlights, et là, je vois que ici aussi, j'ai de l'information. Si jamais je clique sur mes shadows, pareil, là, ça change complètement par rapport à ce que j'avais avant. Ici, j'ai quelque chose qui est beaucoup plus exploitable. Alors, pourquoi ? Parce que, clac, je suis allé ici dans mon color management. Et à ce niveau-là, j'ai rentré tout simplement les infos que j'ai trouvées sur l'article de Red. J'ai pas géré ça au niveau de mes CST in, CST out, mais j'ai géré ça au niveau de mon projet. Et ici, voilà, là, je vais pouvoir tout simplement avoir beaucoup plus de latitude pour étalonner. Par contre, ça pose quand même un gros problème, c'est que si jamais vous bossez en multicam, comme ça a été mon cas sur le clip de GHB, sur le clip de GHB, on bossait avec une ZR, la Komodo X et la Alexa Mini. À ce niveau-là, ça va être problématique parce que normalement, quand on bosse en multicam, on bosse sur un projet avec une gestion de la couleur et une gestion du gamma qui puisse correspondre à toutes les caméras. Avec la Red Komodo X, ça ne va pas être possible. La Red Komodo X demande un projet
qui lui correspond à 100%. Donc ça veut dire que vous allez devoir sûrement créer un second projet à part pour les plans de la Komodo X et ensuite faire des exports et le réimporter sur votre projet principal, ce qui est relou, ce qui est super relou, ce qui va vraiment alourdir votre workflow. Moi je vous avoue que c'est vraiment pas une manière de bosser qui me plaît. J'ai conscience aussi que je suis assez novice avec cette Komodo X, j'avais assez peu de temps pour essayer de trouver une solution et pourtant Dieu sait que j'ai digué internet, j'ai digué Reddit, j'ai même passé du temps sur les groupes Facebook dédiés à Red pour essayer d'avoir des réponses. Personne n'a vraiment réussi à me répondre, tout le monde est resté assez vague au niveau de la gestion de la colorimétrie sur cette RAID. Si vous étalonnez des plans RAID, je serais curieux d'avoir votre avis et surtout de connaître votre workflow. Comment est-ce que vous bossez en multicam avec des plans tournés avec une Komodo? J'ai bien conscience que ce workflow-là, il est un petit peu bancal. Il marche si jamais vous bossez qu'avec une RAID Komodo X. Si jamais vous bossez en multicam, ça va être très vite problématique. Si jamais vous avez une solution, en vrai, je suis preneur, donnez-la moi. Donnez-la en commentaire, histoire d'en faire profiter tout le monde. Mais voilà. De mon point de vue, le R3D sorti d'une Komodo est beaucoup moins permissif que celui du ZR. Mais par contre, c'est pas inhérent aux caméras cinéma, puisque l'ARRI réagit, elle, très bien au CST in et CST out. Et ça, je dois avouer que ça m'a pénalisé sur le clip de Ghetto Paradise, où clairement, les fichiers qui ont nivelé par le bas la qualité du rendu, c'était ceux de la RAID. Alors que la ZR coûte 3 fois moins cher. En post-prod, j'ai compris que le R3D de la Komodo ne fonctionne pas tout à fait comme un fichier log classique. Sur un fichier plus standard, on peut souvent s'en sortir en mettant un CST in, puis un CST out dans le Trinode. Mais avec le R3D de la Komodo X, il y a une étape en amont qui compte énormément, le décodage RAW. Et dans ce décodage, Resolve doit déjà savoir dans quel espace couleur et dans quel gamma il interprète l'image. Si cette base est mal définie, tout ce qu'on fait ensuite dans les nodes repose sur une mauvaise fondation, donc l'image réagit mal. C'est d'ailleurs pour ça que mon premier projet était clairement inétalonnable, alors qu'en configurant correctement la gestion de la couleur et du gamma au niveau du projet, j'ai retrouvé un comportement beaucoup plus sain. Bon, maintenant qu'on a vu tout ça, il est temps de conclure. Mais avant, je vais reposer le contexte. Je suis un vidéaste qui tourne presque exclusivement en mirrorless, avec une vraie appétence pour les optiques cinéma, les belles textures d'image et les workflows qui restent réactifs. Donc forcément, quand Nikon a racheté RED et quand j'ai commencé à voir les limites ergonomiques de la ZR, je me suis sérieusement demandé si la suite logique c'était pas tout simplement de passer sur une Komodo X. Et après ces deux prods avec cette caméra, je dois avouer avoir été un petit peu refroidi. Pas parce que la Komodo X est une mauvaise caméra, bien au contraire. Il y a des choses que j'aime énormément chez elle. Le global shutter, ça devrait devenir la norme tellement c'est un confort de travail. On a aussi droit à des connectiques qui sont sérieuses, qui n'ont pas de jeu, et avec une Komodo, je n'aurais pas besoin de changer ce foutu adaptateur tous les 6 mois parce qu'il se tord comme je sais pas quoi. On a aussi le format du boîtier qui, une fois réglé, est un régal à utiliser. Et surtout, on sent qu'on est en face d'un outil pensé pour une vraie chaîne de travail cinéma, avec plus de rigueur, plus de méthode et une exigence globale bien supérieure à celle d'un mirrorless. Et c'est justement ça le cœur du sujet. La Komodo ne vous facilite pas la vie. Elle vous demande de mieux vous préparer, d'anticiper et de vous structurer. Et si tout ça est bien maîtrisé, oui, le résultat est là. Mais moi, aujourd'hui, dans ma pratique, ce n'est pas ce que je cherche en priorité. Ce que je cherche, c'est un outil qui me laisse être rapide, mobile, souple, sans me punir à chaque étape du process. Et c'est là qu'utiliser une Komodo devient un handicap. Je vais le dire clairement, je n'aime pas son ergonomie. Je n'aime pas le manque de boutons. Je n'aime pas cette logique très procéduriale où chaque action semble demander une validation administrative. Et je n'aime pas non plus une partie de son workflow post-prod que je trouve parfois inutilement rigide. Donc oui, j'ai bien conscience que certaines de mes critiques paraîtront sûrement incongrues à ceux qui bossent déjà avec des caméras cinéma au quotidien. Mais elles restent légitimes pour quelqu'un qui vient du mirrorless comme moi. Et c'est justement tout l'intérêt de cette vidéo. Voir ce que ça fait concrètement quand on confronte ces deux mondes sur de vraies productions. La RED Komodo, pour moi, c'est une caméra qui reste très américaine dans sa philosophie. Ça se voit dans son design brut, dans ses marquages presque militaires, la tête de mort qui apparaît à l'allumage, et dans son approche très frontale de la technique. Comme l'a très justement dit Mathieu sur notre dernière prod, quand tu allumes une RED, il y a un aigle avec des M16 qui s'envolent. Et honnêtement, ça résume très bien l'état d'esprit de RED. Donc si vous avez déjà un process ultra carré à la limite militaire et que vous bossez sur des prods ambitieuses avec un rendu attendu exigeant,
allez-y, cette caméra va vous faire progresser. Mais si vous avez besoin d'être plus flex sur vos prods, je ne pense pas que la Komodo soit un bon choix. Moi, ce que j'espère maintenant, c'est que Nikon va réussir à injecter un petit peu plus de son ADN dans les prochaines itérations. J'espère que les prochaines Komodo s'inspireront un peu plus de l'ergonomie Nikon et qu'elles seront plus simples à utiliser, sans non plus faire l'impasse sur la qualité d'image et sur certains process qui sont, à mon sens, indispensables. Parce que si on arrive à marier la rigueur et les standards cinéma de RED avec l'efficacité terrain et la logique opérateur de Nikon, là en revanche, ça peut devenir extrêmement dangereux pour la concurrence. Donc de mon côté, je vais plutôt attendre. Soit une future ZR plus haut de gamme qui corrige les défauts ergonomiques de la première, soit une prochaine Komodo qui portera encore davantage la patte Nikon. Ou peut-être les deux, si mon compte en banque le permet. En tout cas, si l'une de ces deux caméras sort, clairement, je sortirai la CB. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous aussi, vous envisagez de passer sur RED, et surtout pourquoi. Et si vous êtes déjà un utilisateur RED, je suis curieux de savoir comment vous vivez ces caméras au quotidien, ce que vous adorez, ce qui vous fatigue, et si, avec le temps, on finit par aimer cette logique. Merci le syndrome de Stockholm. En attendant, si vous voulez acheter du matériel chez TRM, dites-leur que vous venez de ma part. À la base, j'avais droit à 5% de commission chez eux, mais en vrai, j'ai préféré les transformer en 5% de réduction pour vous. Et 5% sur une Komodo bien riguée, croyez-moi, c'est pas rien. Et c'est clairement pas un compliment. Là, t'as le Z6 et la Komodo X qui se prennent des balles perdues, les pauvres. En vrai, je mettrais le son double kill de Unreal. Il y avait le chasseur de tête, qui était trop cool. T'avais joué auquel de UT? Celui que, quand ils ont sorti un add-on, tu installais l'add-on et ça servait de crack. J'ai Unreal 2003, je crois, Unreal Tournament, c'était Unreal Tournament. Ouais, genre, je l'avais acheté. Et je voulais le mettre sur un autre ordinateur et je pouvais pas parce qu'à l'époque tu avais des CD clés et du coup ça marchait que sur un seul. Et en fait un jour ils ont sorti un add-on gratuit, une mise à jour et genre tu le téléchargeais, tu l'installais et ça servait de crack. Les mecs